Bonjour. Cette capsule, portant sur les relations entre les enseignants et les parents, présentée par le Carrefour national d'insertion professionnelle en enseignement, a pour but d'informer et de sensibiliser les enseignants en début de carrière au Québec aux différents enjeux et responsabilités reliés aux relations avec les parents. Tout d'abord, soulignons que la collaboration avec les familles et les partenaires de la communauté fait partie intégrante des compétences professionnelles attendues chez les enseignants québécois. Le référentiel de compétences en fait d'ailleurs explicitement mention dans la compétence numéro 10. On y mentionne que la réussite éducative dépend en partie du bien-être physique et émotionnel des élèves, ce qui est d'ailleurs également déterminé par l'environnement familial. Cependant, toutes les familles étant différentes, il est important que l'enseignant sache composer avec les diverses réalités familiales des élèves qui composent son ou ses groupes. Pour ce faire, l'enseignant doit non seulement considérer ses élèves à titre d'apprenants, mais également en tant que membre d'une famille et d'une communauté. C'est pourquoi il est essentiel d'entretenir des relations constructives avec les parents à travers des communications de qualité. Il est en effet du ressort de l'enseignant de mettre en œuvre des moyens appropriés de faire participer la famille aux apprentissages de l'enfant. Cette responsabilité comporte cependant son lot de défis, et ces derniers peuvent représenter des éléments de stress pour un enseignant en début de carrière au Québec. L'entrée dans la profession enseignante implique plusieurs dimensions, dont celles reliées aux caractéristiques de la tâche, à l'intégration dans divers établissements scolaires, à la maîtrise des contenus à enseigner et à des enjeux personnels et psychologiques. Ces dimensions sont notamment teintées de la précarité de la tâche et d'un sentiment de compétence fragilisé par le manque d'expérience. Il y a principalement deux dimensions impliquées dans les relations avec les parents. La première est celle de la professionnalité. Si vous êtes en début de carrière, il est possible que vous craigniez les relations avec les parents en raison d'un manque de maîtrise des contenus enseignés, de difficultés à justifier vos choix pédagogiques ou encore de difficultés potentielles à demeurer dans une posture éthique. La seconde dimension, qui est bien sûr liée à la première, concerne le domaine personnel et psychologique. Considérant les éléments précédemment nommés, il est possible que votre sentiment de compétence professionnelle ne soit pas toujours à son plus haut. En pleine définition de votre identité professionnelle, vos relations interpersonnelles seront invariablement teintées de vos perceptions et de vos valeurs. Enfin, comme l'enseignement est une profession où tout repose sur des interactions humaines, un certain niveau de stress relationnel peut également être ressenti. Prendre conscience que cela peut avoir un impact sur vos propres émotions permet de mettre en place des stratégies pour les gérer. Mais qui dit relation, dit plus d'une personne impliquée. Dans le cas des relations avec les parents, on ajoute bien entendu le parent, qui arrive avec sa propre expérience scolaire, parfois heureuse, parfois moins. En fonction de l'âge de l'enfant, il arrive aussi avec le vécu scolaire de son enfant, ainsi que son expérience parentale dans le système d'éducation d'ici ou d'ailleurs. Ces diverses expériences teignent donc évidemment les attentes, les besoins et les émotions du parent. La meilleure façon de se sentir plus solide avec ces défis, c'est d'apprendre à connaître vos élèves et leur réalité. Afin de récolter les informations relatives à ces enjeux propres aux parents, plusieurs stratégies peuvent être mises en place. Une des façons souvent utilisées, c'est celle du questionnaire adressé aux parents lors de la première rencontre. Cette rencontre a généralement lieu en tout début d'année scolaire. Ce formulaire peut donc non seulement comprendre des questions au sujet de la constitution familiale et de la culture d'origine, mais également des éléments relatifs à l'enfant, à ses besoins et à ses intérêts, ou encore aux attentes des parents à l'égard du milieu scolaire. Tout au long de l'année, la considération pour l'expertise du parent doit être au cœur des prises de contact avec ce dernier. Le parent est l'expert de son enfant en tout temps, et ce,
même si le jeune passe beaucoup de temps à l'école. Il s'agit, en fait, de développer une expertise partagée au sujet de l'enfant et de son cheminement scolaire. Après tout, ce que désire le plus un parent, c'est d'être outillé pour soutenir son enfant dans son parcours scolaire. Restez donc à l'affût de ses besoins en matière d'intervention ou d'outils. Afin de maximiser les occasions de communication avec la famille, il importe de considérer certaines pratiques propres à une communication efficace et bienveillante. Dans un premier temps, il est essentiel de s'assurer de la clarté du message. Pour ce faire, privilégiez un vocabulaire court, concret et connu, en évitant le jargon propre au domaine de l'éducation. Dans le cas de familles dont la langue maternelle n'est pas le français, vous pouvez demander le soutien d'une tierce personne, provenant soit de la famille ou encore d'un membre de l'école ou de la communauté. Dans un second temps, afin de faciliter la compréhension commune lors d'une communication de vive voix, offrez de la rétroaction physique ou verbale afin de démontrer votre intérêt pour les propos du parent. Ces occasions sont d'ailleurs propices au renforcement des bons coups du parent. Même la plus petite reconnaissance peut faire la différence dans la suite de la rencontre et dans la relation que vous établissez. La reformulation est également une bonne stratégie à employer. Elle consiste à redire en ses propres mots les propos du parent afin de clarifier le message, d'en faire ressortir l'essentiel, de recadrer une discussion ou de la relancer et bien entendu de confirmer que le message a été compris. Les gestes et les paroles employées sont également étroitement liés à la qualité de l'écoute. En termes de gestes, évitez par exemple de croiser les bras et les jambes lorsque vous êtes en situation d'écoute. De plus, puisqu'il s'agit de leur enfant, les parents arrivent invariablement avec une charge émotionnelle. Les mots employés seront donc tout aussi importants. Ainsi, une des stratégies à préconiser est celle de la validation émotionnelle. Elle peut se manifester par ces 3 mots simples. Je vous crois. Cette validation de leur expérience parentale et émotionnelle les positionne favorablement à la poursuite de la relation. Ajoutons que cette relation doit se dérouler dans la confiance. Ainsi, vous devez conserver une posture éthique en tout temps face aux parents, en insistant sur des faits et en évitant tout jugement ou diagnostic. Dans le cas d'un élève qui bouge sans cesse en classe, par exemple, parlez de son besoin de dépenser son énergie et de sa difficulté à demeurer assis, plutôt que de parler d'hyperactivité. L'éthique professionnelle concerne également la confidentialité des informations qui sont échangées, que ce soit au sujet de l'enfant concerné ou d'autres enfants de la classe. En terminant, agir en tant que professionnel exige aussi d'agir en cohérence avec ce qu'on a nommé ou promis aux parents. Ainsi, dans le doute, privilégiez un délai de réponse et promettez plutôt d'effectuer un retour rapide au sujet de la demande du parent. Par exemple, si un parent souhaite faire évaluer son enfant par le psychologue scolaire, ne vous engagez pas à ce que ce soit fait avant d'avoir vérifié cette possibilité avec votre direction d'établissement. À cet effet, prenez des notes afin de garder des traces des discussions, mais aussi d'éviter les oublis. Ces notes sont bien entendu également confidentielles. La communication est sans contredit la clé des relations avec les parents. Pour ce faire, elle se doit d'être fréquente et variée. Pensez à offrir plus de commentaires positifs que de commentaires négatifs. Le ratio peut être d'environ 4 pour 1. Le nombre peut paraître élevé, mais ça peut prendre différentes formes. Un petit mot dans l'agenda, une photo prise dans Classe Dojo, un commentaire laissé dans Mosaïque ou encore un collant sur un travail. À cet effet, prévoyez des modes de communication variés et qui conviennent à tous, à vous comme aux parents. Informez-vous des modes de communication privilégiés par les parents de vos élèves et informez-les des vôtres. Il faut aussi savoir que dans le cas des familles qui ne parlent pas couramment ou pas du tout le français,
il existe de nombreux outils de traduction, dont certains sont même disponibles à même les plateformes de discussion. C'est le cas de ClassDojo et de Mosaic. Enfin, pour les communications écrites, privilégiez des textes simples et accessibles. Le site Scholarius offre par ailleurs des outils très conviviaux pour simplifier un texte et vous assurer de conserver l'objet de votre message. Afin de rendre le processus de communication un peu plus concret, voici quelques stratégies à préconiser lors de vos discussions avec les parents. Tout d'abord, le parent est le premier expert de son enfant. Il importe donc d'en appeler à son vécu et à son expertise. Une simple question comme « Comment ça va à la maison ?» peut faire toute la différence dans le déroulement d'une rencontre avec un parent. Le temps pour transmettre les informations aux parents est souvent restreint. En présentant celles-ci en catégories, vous vous assurerez d'une meilleure compréhension de la part du parent, tout en gardant le cap sur le contenu de votre rencontre. Bien entendu, il est important de relater des faits lorsque certaines situations doivent être abordées. Mais tentez le plus possible de mettre l'accent sur ce qui peut être fait et sur la recherche conjointe de solutions. Ça permettra aux parents de se sentir impliqués et compétents. Bien entendu, une conversation doit laisser la place à chacun des interlocuteurs. N'hésitez pas à poser des questions et à solliciter l'avis du parent afin d'alimenter la discussion. Ces recommandations ne seraient pas complètes sans souligner l'importance des commentaires dits sandwich. On entend par là qu'il importe de placer des informations plus délicates ou négatives entre deux portions d'informations positives. Il est donc important de préparer autant que possible vos rencontres de parents et de planifier l'ordre dans lequel vous souhaitez aborder les divers sujets de discussion. Le parcours scolaire de chaque élève est différent. Il est fort possible qu'un parent ait à vivre un ou plusieurs deuils quant au cheminement souhaité pour son enfant. Le deuil n'est donc pas seulement un phénomène que l'on vit lors du décès de quelqu'un. C'est aussi un processus par lequel on passe lorsque quelque chose que l'on croyait être n'est plus ou n'est pas. Dans le cas des parents, ça arrive notamment face à des difficultés d'apprentissage ou de comportement persistantes chez leur élève, chez leur enfant aussi. Le processus de deuil a beau être présenté en étapes, il n'y a aucun temps prédéfini pour chacune d'elles. Ainsi, un parent peut rester très longtemps dans la phase de choc sans que cela soit anormal. Il s'agit également d'un processus itératif, c'est-à-dire qu'il peut être réactivé ou encore reprendre à des étapes antérieures selon l'arrivée de différents événements comme un échec dans un examen, un billet de comportement, une annonce de classement ou un appel de l'enseignant. En tant qu'enseignant, il importe donc de privilégier des réponses adaptées à chacune de ces étapes, afin d'accompagner le parent dans son cheminement. Le schéma ici représenté divise le deuil en 4 étapes. La première, le choc, génère une réponse émotionnelle forte de la part du parent. Il est aussi possible que cette étape, le parent se mette à la recherche de coupables. Il est préférable que vous tentiez de vous dissocier de cette réponse émotionnelle et de considérer que cette dernière n'est pas dirigée contre vous, mais contre la situation. Cette distance permettra de conserver des interventions courtoises et bienveillantes. La seconde phase est celle de la remise en question. À cette étape, le parent peut se retirer temporairement de sa relation avec l'école, puisque cette dernière génère potentiellement de la tristesse et de la souffrance. Il faudra donc alors varier les modes de communication pour conserver votre contact tout en respectant la distance existante. La troisième phase est celle de la remobilisation. À ce moment, la nouvelle réalité dont a fait objet le choc est davantage comprise et la recherche de solutions s'entame. Pour un enseignant qui accompagne un parent à cette étape du deuil, il est d'autant plus important de l'impliquer dans la recherche de solutions pour que le parent se les approprie. Enfin, la dernière phase est l'engagement. À cette étape,
le parent s'est approprié certaines solutions essayées lors de la phase précédente et est alors en mesure d'accueillir la nouvelle réalité comme étant la nouvelle norme, avec ses avantages et ses inconvénients. Ce qu'il faut surtout retenir du processus de deuil, c'est qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à passer d'une étape à l'autre. On ne peut que l'accompagner. En terminant, voici quelques suggestions pour favoriser la participation des parents à la vie scolaire. Tout d'abord, pensez à présenter aux parents différentes façons de s'impliquer dans la vie de l'école à travers divers comités, comme l'OBP, l'organisme de participation des parents, ou encore le conseil d'établissement. Ils peuvent aussi s'impliquer à titre bénévole dans diverses activités organisées au cours de l'année ou contribuer au fonctionnement de la bibliothèque scolaire, par exemple. Présentez aussi les diverses ressources communautaires mises à leur disposition, comme les maisons des jeunes et les maisons de la famille, les ressources aux besoins de base, comme les banques alimentaires, ainsi que les organismes de loisirs, pour ne nommer que ceux-là. Sur le plan scolaire, proposez diverses stratégies d'études afin de soutenir les parents dans la gestion des périodes de devoirs et de leçons. Quelques stratégies ludiques peuvent être d'un grand secours pour les parents. Il est aussi possible de partager des vidéos expliquant des concepts scolaires plus complexes. Certains enseignants les font eux-mêmes, mais sachez qu'il existe de nombreuses ressources en ligne, comme sur le site AlloProf, qui offre en plus des jeux éducatifs pour soutenir la révision des notions. Il est aussi fréquent que les parents demandent des exercices supplémentaires pour leur enfant. Prévoyez le coût en vous dotant d'une banque d'activités de consolidation et de sites éducatifs. Ce genre de ressources sont généralement très appréciées des parents. Les défis peuvent se présenter sur d'autres plans, comme sur le plan comportemental. Ainsi, préparez également des ressources fiables concernant des stratégies de gestion de comportement ou d'autres pour soutenir la gestion familiale. À ce titre, l'organisme Première Ressources, par exemple, offre un soutien téléphonique de qualité auprès des parents d'enfants de tous les âges. Il est aussi possible d'orienter les parents vers des ressources en ligne qui offrent parfois des conférences comme l'Institut des troubles d'apprentissage, l'ITA, le Comité québécois pour les jeunes en difficulté de comportement, le CQJDC, ou encore le site Attention Déficit Info qui offre une foule d'informations et des stratégies propres au TDAH. Enfin, en cours d'année, partagez des feuillets informatifs divers proposant des ressources de soutien et des outils pour poursuivre les discussions et les réflexions entamées en classe. À cette liste pourraient s'ajouter plusieurs autres stratégies. À vous de créer les opportunités de faire de la relation avec les parents de vos élèves une réussite pour tous. Sachez que toutes les références mentionnées dans cette capsule se trouvent sous forme de liens cliquables à la toute fin de ce diaporama que vous pouvez télécharger en format PDF. C'est ce qui met fin à cette capsule sur les relations avec les parents. Pour d'autres capsules et ressources en insertion professionnelle, poursuivez votre exploration du site du SNP à l'adresse affichée à l'écran.